Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la suite de un film d'horreur que je trouve l'histoire plutôt cool pour le moment. On est dans une belle continuité avec le jumeau diabolique. Heureusement on a coupé un petit peu les histoires débiles par rapport à la peau du loup-garou. Alors où est-ce qu'on en était? Oui, Andrew et son frère, j'ai oublié son nom, ils sont hyper fans d'un grand réalisateur de films d'horreur, R.B. Faraday, qui a fait une trentaine je crois de films d'horreur, si pas plus. Et ici, bon, il a un petit peu délaissé le cinéma apparemment parce que il avait dit que c'était que des trucs fictifs et il voulait y mettre, y aller plein dedans. Donc, il a créé une colo qui fait apparemment extrêmement peur par rapport avec les thèmes de ses films, mais c'est un petit peu trop réaliste au goût des enfants. Ils s'en plaignent un petit peu plein la tronche. Il y avait un garçon, Chris, si je dis pas de bêtises, qui a été un petit peu rebelle, il s'est pris un courjus de malade. Donc est-ce que Faraday lui-même veut juste faire peur aux enfants, mais sans plus, il veut vraiment leur offrir une belle expérience d'horreur. Et c'est l'autre là, comment il s'appelle, Alonso, qui lui, apparemment, il était en prison de base. Il aurait peut-être pas changé, il a mis la dose pour le gamin et ça lui a fait flamber la tête, donc on ne sait pas s'il va pouvoir ressortir. Donc voilà, on en était là dans une colo un peu bizarre avec sur le thème des films d'horreur de R.B. Faraday. On a vu un gorille aussi. On a lu un gorille qui sortait de sa cage et qui a rendu toute la panique. Ils ont dû l'endormir. Donc les gosses, ils en bavent, hein, je vous le dis. Ah, Tyler, le frère, c'est pas Alex. Tyler, donc Andrew et Tyler. On va voir ce qui s'est passé parce que on s'était laissé sur le fait que ils étaient dans la cabane, leur cabane numéro 3 je crois. Jack voulait dire quelque chose au frère, mais il y avait Alonso qui regardait par la fenêtre d'un air suspicieux, là, très bizarre, qui m'a fait flipper, je vous l'avoue, en le lisant. Et on s'était laissé sur le fait qu'ils ont entendu un garçon hurler de le laisser tranquille. Il priait, il disait: je vous en prie, laissez-moi. Donc on va voir ce qui se passe. Sur ce, installez-vous confortablement. Je vous souhaite une bonne écoute. Nous nous précipitâmes vers la porte de la cabane. Je fus le premier à sortir et à m'engager sur le sentier. Tyler me rejoignit à toute allure. Nous aperçûmes Chris qui dévalait la colline comme un fou. Il faisait des zigzags en agitant frénétiquement les bras et en hennissant comme un cheval. Deux animateurs accompagnés de l'infirmière du camp couraient derrière lui. L'un des hommes plongea pour essayer de le saisir, mais Chris vira brusquement et se mit à remonter la colline. Laissez-moi, hurla-t-il de nouveau. Je ne dirai à personne ce que j'ai vu, c'est promis. Les deux animateurs réussirent finalement à l'attraper et ils l'entraînèrent derrière les arbres. Chris revint dans la cabane après le dîner. Il avait l'air secoué. Tyler et moi lui demandâmes ce qui s'était passé. Je n'ai pas envie de parler de ça, murmura-t-il en tremblant comme une feuille. Nous ne prononçâmes plus un mot. Une fois les lumières éteintes, je le vis s'asseoir sur sa couchette et regarder par la fenêtre pendant des heures, le visage grave, aussi immobile qu'une statue. Je passai la nuit à observer mon camarade, me demandant pourquoi ces gens l'avaient poursuivi, et ce qu'ils avaient bien pu lui faire après l'avoir attrapé. Le lendemain matin, il pleuvait, et les responsables du camp nous projetèrent un film de R.B. Faraday. Je réussis à me changer les idées et à cesser de me poser des questions au sujet de Chris. Le soleil réapparut juste avant le déjeuner, faisant scintiller l'herbe détrempée comme un tapis de diamants. Le camp avait soudain l'air tout neuf et rafraîchi, comme si la pluie avait tout lavé. Tyler et moi avions quartier libre pour l'après-midi. Gus, l'animateur responsable de notre cabane, vint nous dire: le tourbillon des hurlements est prêt si vous avez envie de l'essayer. Il n'avait pas besoin de me le répéter. J'adore les attractions de fêtes foraines. Plus elles sont impressionnantes, mieux c'est. Pour moi, elles sont comme les films d'horreur. On vit une situation dangereuse, mais on sait très bien que tout rentrera dans l'ordre à la fin. Tyler n'aime pas ce genre d'amusement autant que moi. Il m'accompagna jusqu'au tourbillon des hurlements, mais il ne me lâchait pas d'une semelle. Je voyais bien qu'il n'était pas rassuré. Le manège était constitué de nacelles rouges et bleues qui tournaient de plus en plus vite. Garçons et filles s'installaient rapidement. Je fis un signe de la main à Meredith et Elizabeth. Tyler et moi grimpâmes de justesse dans la dernière nacelle vide. Je bloquai la barre de sécurité. « Tu crois que ça va vraiment vite ?» me demanda mon frère, d'une toute petite voix, en agrippant la protection. « Ne t'inquiète pas, tout ira bien, répondis-je. Je posai les mains sur un volant disposé sur le côté. Tu vois,
Si on l'actionne, on peut tourner sur nous-mêmes, comme on veut. Tyler repoussa mes mains du volant. Ne le fais pas trop fort, d'accord? Un grand garçon roux, nommé Doofy, s'occupait du manège. Je l'avais aperçu dans la matinée en train de soulever des poids dans la salle de sport. J'avais été très impressionné par la taille de ses biceps. Il ne portait pas l'uniforme réglementaire, mais un t-shirt rouge et un short bleu. Son unique travail devait consister à faire fonctionner le manège. Doofy s'approcha de nous pour vérifier si la barre de sécurité était bien mise en place. Une grosse tête de squelette rouge et bleu était tatouée sur son bras. « Vous vous souvenez de ce manège dans le film » demanda-t-il. « Vous voulez parler de la fête foraine des monstres répugnants » répondis-je. « Bien sûr que je m'en souviens. »« Vous allez comprendre pourquoi on l'appelle le tourbillon des hurlements » dit alors le colosse en affichant un sourire d'une blancheur éclatante. Il regagna la cabine de contrôle, saisit un grand levier en bois et le poussa vers l'avant. Aussitôt, les 12 nacelles grincèrent et bougèrent. Bientôt, elles décrivirent un large cercle. « C'est chouette !» s'exclama Tyler. « Qu'y a-t-il de si effrayant ?»« Rien, c'est juste amusant. » Nous commençâmes à nous déplacer plus rapidement. J'actionnai le volant de notre nacelle qui se mit à tournoyer sur elle-même. Puis je jetai les bras vers le ciel en poussant un cri de joie. Le vent sifflait dans mes oreilles. « J'ai le vertige !» m'exclamai-je. Le sourire figé, Tyler agrippa la barre de sécurité à 2 mains. Je voyais bien qu'il faisait des efforts pour trouver le manège amusant. Il avait fermé les yeux et son visage avait pâli. Les nacelles tournaient à toute allure, grinçant et gémissant. Les cabanes, les arbres et le lac défilaient devant mes yeux. Tout s'était mélangé pour devenir une forme indistincte. Nous décrivions des cercles de plus en plus rapides. Je fus projeté contre Tyler. À cet instant, je vis que Doofy poussait la manette à fond. « On s'envole !» hurlai-je. Tout le monde s'était mis à crier et à rire. Tandis que nous tournoyions comme des toupies folles, je vis Doofy s'éloigner de la cabine de contrôle. Il remonta la colline en direction du bâtiment principal. Je me sentais en plein vertige. Je clignai des yeux. « Hé, Doofy !» criai-je. Mais ma voix ne pouvait pas couvrir les cris. « Où va-t-il, Andrew ?» me demanda mon frère en me serrant le bras, le visage déformé par la panique. « Il n'a pas l'intention d'arrêter le manège ?» L'air me fouettait le visage et faisait voler mes cheveux dans tous les sens. J'agrippais fermement la barre de sécurité. Nous tournoyions toujours plus vite. Je m'écrasais une nouvelle fois contre Tyler, puis le mouvement de la nacelle me projeta avec violence sur le côté opposé. « Ouille !» criai-je au moment où mon bras heurta l'habitacle. Je cherchais Doofy des yeux, mais il avait disparu dans le paysage qui tourbillonnait devant mes yeux. Plus personne n'était là pour contrôler la course folle. Des protestations s'élevèrent. « Arrêtez le manège! Je me sens mal !» Moi aussi je commençais à me sentir mal. J'avais des hauts le cœur et l'impression que mon repas remontait dans ma gorge. « Il ne peut pas nous laisser ici comme ça !» hurla Tyler. La vitesse de nos vrilles ne cessait d'augmenter. Ma tête se rejeta brusquement en arrière. Au milieu des cris et des pleurs, j'entendis un bruit particulier indiquant que l'un de nous venait de se débarrasser de son repas de midi. Je me sentais réellement malade à présent. Je fermais les yeux dans l'espoir d'estomper la sensation de vertige, mais cela ne servit à rien. Je poussai un faible gémissement. Combien de temps allions-nous tourner ainsi ? La vitesse augmentait toujours. C'est alors que je distinguai dans le paysage flot une silhouette en rouge et bleu. C'était Doofy qui descendait la colline en marchant doucement. Il tenait une canette de soda dans la main. Il s'arrêta pour avaler une gorgée, puis reprit son chemin vers nous d'un pas nonchalant. Nous étions toujours prisonniers du tourbillon infernal. Enfin, Doofy entra dans la cabine de contrôle. La tête de Tyler sautait sur ses épaules, ses yeux étaient toujours fermés. « Tyler ? Est-ce que ça va ?» haletai-je. Il ne me répondit pas. Doofy saisit enfin le levier et tira dessus. « Non !» l'entendis-je crier. Le levier avait cassé net entre ses mains. Des voix terrifiées et des cris de colère s'élevèrent des autres nacelles. Le levier brisé dans la main, Doofy se grattait la tête, ne sachant quoi faire. « Tyler, ça va ?
demandai-je à mon frère en l'attrapant par l'épaule et en le secouant vigoureusement. Il ouvrit les yeux pour les refermer presque aussitôt. J'eus alors l'impression que le sol se mettait à pencher. Soudain, les nuages s'écrasèrent dans l'herbe, et la verdure et le bleu du ciel échangèrent leur place. « Je vais m'évanouir » réalisai-je. Ma tête bascula en arrière, je fermai les yeux. C'est alors que je sentis la nacelle ralentir. Le rugissement du moteur s'arrêta. À présent, nous tournions plus lentement. Je n'entendais plus que l'air soufflant dans mes oreilles et des craquements métalliques. J'ouvris les yeux et vis Doofy, une prise électrique dans les mains. Il venait de débrancher le manège. Nous ralentîmes progressivement jusqu'à l'arrêt total. Pendant un temps qu'il me sembla durer une éternité, personne ne bougea de sa place. Puis, peu à peu, les garçons et les filles s'extirpèrent des nacelles. Certains tombèrent à quatre pattes sur l'herbe, d'autres titubaient. J'aidai Tyler à regagner la terre ferme et le tins jusqu'à ce qu'il ait retrouvé son équilibre. Nous tentâmes de marcher, mais le sol tanguait sous nos pieds. Nous percutâmes Elisabeth et Meredith. « C'était affreux !» s'écria Elisabeth. Doofy surgit devant nous, un sourire aux lèvres. « Alors, vous avez aimé le tour de manège ?» demanda-t-il, les yeux brillants d'excitation. « Je vais me plaindre à monsieur Faraday !» aboya Meredith. « Moi aussi !» ajouta sa sœur. Doofy secoua la tête. « Vous n'avez pas vu le film ?»« Je me fiche du film !» lança Elisabeth d'une voix rageuse. « C'était horrible. Vous nous avez tous rendus malades. »« Mais c'est exactement ce qui se produit dans le film !» déclara Doofy avec fierté. « Ici, à la Colo de l'Épouvante, les films deviennent réalité. » Au cinéma, le tourbillon des hurlements tournoyait de plus en plus vite jusqu'à ce que la peau des personnes embarquées sur le manège tombe. À la fin du tour de manège, les nacelles étaient occupées par des squelettes. « Au moins nous avons toujours la peau sur les os, » murmurai-je. Meredith me dévisagea d'un air anxieux. « Tu te sens bien ?»« Pas vraiment, » répondis-je. Tyler se laissa tomber dans l'herbe et mit la tête entre ses genoux repliés. « Je suis malade, » gémit-il. « Vous ne savez pas apprécier les blagues ?» s'écria Doofy. Il secoua la tête, tourna les talons et remonta tranquillement la colline. « Mais ce n'était pas une blague !» lui cria Elisabeth. « Ça a failli nous coûter la vie. »« Allons nous plaindre à monsieur Faraday » insista Meredith. « Je parie qu'il n'est même pas au courant de ce que ce sale type nous a fait subir. »« D'accord, » approuvai-je. « On est ici pour nous amuser, pas pour nous faire maltraiter. » Nous partîmes en direction du bâtiment principal. Après quelques pas, je stoppai net. Mon regard s'était arrêté sur l'arbre gigantesque qui surplombait le manège. « Qu'est-ce que c'est ?» m'écriai-je. Nous observâmes tous les quatre l'appareil installé sur une branche basse. C'était une caméra. « Pensez-vous que quelqu'un nous ait filmés pendant que nous tournoyions comme des fous ?» demandai-je. « Monsieur Faraday ?» suggéra Meredith, sourcils froncés. « En tout cas, nous avons vraiment des raisons de nous plaindre, » s'indigna Elisabeth. « On n'a pas le droit de faire ça. » Nous remontâmes la colline. Peu à peu, je récupérai mon souffle. Je me sentis mieux. L'impression de vertige s'estompait. Tyler était toujours secoué, mais il retrouvait sa couleur normale. Nous longeâmes la rangée de poubelles qui était disposée sur le côté du bâtiment. Quelque chose attira à nouveau mon regard. Quelle était cette bestiole que j'avais vue se faufiler sous un couvercle ? Je fis un bond en arrière avant de constater avec soulagement qu'il ne s'agissait que d'un raton laveur. Il nous lança un regard furieux, puis sauta hors de sa cachette et s'enfuit en trottinant vers les arbres. Nous entrâmes enfin dans la grande cabane en rondin. Nous passâmes devant une salle de travaux manuels où des garçons et des filles étaient occupés à réaliser d'horribles masques et des figures de monstres en argile. Nous dépassâmes la salle de réunion et le réfectoire, puis nous dirigeâmes d'un pas décidé vers le bureau de M. Faraday, situé à l'extrémité du hall. Sa porte était fermée. Je levai le poing pour frapper, mais je suspendis mon geste car j'entendis un hurlement à vous glacer sur place. Je me tournai vers les autres. Ce cri a l'air bien réel. Un nouveau cri nous fit sursauter. Puis le silence retomba. Nous nous regardions tous les quatre sans savoir quoi faire. Fallait-il nous enfuir ou tenter d'en savoir plus ? Je levai le poing et frappai. Silence.
Je frappai de nouveau. « Il y a quelqu'un à l'intérieur » murmura Elisabeth. « Pourquoi personne ne répond ?» Avant que j'aie pu dire un mot, la porte s'entrebâilla. « Qui est là » demanda la voix de M. Faraday. Le visage à demi caché par le battant de la porte, il nous regardait d'un air interrogateur. Il passa sa tête dans l'ouverture. Son visage était rouge écarlate, des gouttes de sueur roulaient sur son front et dégoulinaient de sa barbe. Il semblait avoir du mal à reprendre son souffle. « Vous vous sentez bien » m'inquiétai-je. Il mit du temps à me répondre avec un sourire forcé. « Je suis juste en train de mettre au point des effets spéciaux. »« Mais, ces cris » commença Elisabeth. « Ce sont des effets sonores, » répondit-il rapidement. « Je possède une véritable bibliothèque d'enregistrements de cris, des cris en tout genre, pour toutes les occasions. » Il nous fixa longuement comme s'il essayait de nous persuader qu'il ne nous mentait pas, mais je ne croyais pas un mot de ses explications. Les cris que nous avions entendus n'étaient pas de simples enregistrements. Qu'était-il en train de faire dans ce bureau ? Déterminé à percer le mystère, je repoussai brusquement le battant de la porte. Ce que nous découvrîmes alors nous coupa le souffle. Au fond du bureau, 2 créatures vertes étaient enchaînées au mur. Elles étaient obèses et avaient des têtes rondes et chauves. De petits yeux noirs brillaient au-dessus de leurs museaux de lézard. Impossible de déterminer s'il s'agissait d'animaux ou de monstres. Elles nous regardèrent en émettant des sons nasillards. Était-elle en train de pleurer ? M. Faraday nous repoussa en arrière et tira la porte. Mais il était trop tard. J'avais vu. « Tu n'aurais pas dû faire ça, » dit-il froidement. « Mais qui sont ces créatures » demandai-je d'une voix étranglée. « Je travaille sur de nouvelles créations pour un prochain film, » répondit le réalisateur, blanc de colère. « Tu ne crois quand même pas que je garde prisonnier des monstres dans mon bureau ?»« Eh bien, » dis-je en rougissant. Il planta ses yeux dans les miens, menaçant. « Je n'aime pas les gens qui fourrent leur nez partout. Tu es dans la cabane numéro 3, n'est-ce pas, avec les 2 autres perturbateurs ?»« Mais, bredouillai-je. Son regard devint glacial. « Désormais, toi et ton frère comptez parmi les heureux élus, » déclara-t-il. « Vous avez vraiment de la chance. »« Que voulez-vous dire ?» bégayai-je. « Vous allez bientôt découvrir ce qu'est réellement la colo de l'épouvante, » répondit-il. « Monsieur Faraday a certainement dit la vérité, » dit Meredith en se laissant tomber dans l'herbe. « C'étaient des créatures de cinéma. »« Je n'ai jamais vu ce genre de personnage dans aucun film, » rétorqua Tyler. « Et ce que nous avons surpris, c'étaient des êtres vivants. » Si ce n'étaient que des monstres conçus pour un film, pourquoi M. Faraday s'est-il mis en colère, renchéris-je. Pourquoi nous a-t-il menacés, Tyler et moi ? Assis à l'ombre de la cabane, nous essayions de trouver un sens à ce que nous avions découvert. Le soleil de l'après-midi descendait lentement derrière les arbres. On entendait des cris de joie venant du lac. « Si ce n'étaient que des acteurs déguisés en monstres, » dit Tyler, « pourquoi étaient-ils enchaînés au mur ? Et pourquoi criaient-ils comme ça ?» ajouta Meredith. Je haussai les épaules, perplexe. « C'est tellement étrange, » murmura Tyler. « Tout ce qui se passe ici est étrange, » répondit Elisabeth. « Et en plus, ce n'est pas drôle. »« Tu as raison, » soupirai-je. « Alors, quand les choses drôles vont-elles enfin commencer ?» Excepté une bataille de petits pois, le dîner se déroula assez calmement. Après le plat principal, un serveur trébucha et laissa tomber un plateau chargé de coupes de glace, provoquant l'hilarité générale. On nous projeta ensuite l'un des films les plus effrayants de R.B. Faraday, La caverne sans retour. Tyler et moi avions déjà vu la cassette vidéo une bonne douzaine de fois. Dans ce film, des jeunes partent explorer des grottes. Ils découvrent une gigantesque caverne et y descendent. C'est au moment où ils décident de remonter à la surface que les choses se compliquent. Il n'y a pas de sortie. Ils s'aperçoivent qu'ils sont prisonniers de la caverne et, entendant des bruits de pas et d'étranges grognements, ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls. Super comme histoire, non ? Cette projection nous remonta le moral. Après la séance, Tyler et moi marchions vers la cabane en parlant avec animation de ce petit chef-d'œuvre. La pleine lune éclairait le chemin. Soudain, quelque chose attira mon regard.
Je m'arrêtai. En regardant mieux, j'aperçus sous le toit d'une des cabanes une caméra braquée dans notre direction. C'est la deuxième caméra que je vois dans la journée. On dirait que M. Faraday passe son temps à nous espionner. Peut-être que c'est pour des raisons de sécurité, suggéra Tyler en bâillant. Cette explication était probable, mais je n'y croyais qu'à moitié. Un peu plus tard, allongé sur ma couchette en haut de notre lit superposé, je ne parvenais pas à trouver le sommeil. La lumière de la lune baignait la cabane d'une clarté presque aussi vive qu'en plein jour. Des hurlements d'animaux, tout proches, se faisaient entendre. Tyler s'agita sur sa couchette. « Andrew, tu entends ?» chuchota-t-il. « Oui, mais ne t'inquiète pas, il doit y avoir un haut-parleur devant la cabane. »« Tu en es sûr ?» demanda Jack en bondissant hors de sa couchette. « Qu'est-ce qui se passe ?» dit Chris en descendant de son lit. Je sautai par terre, moi aussi, et m'approchai de la fenêtre. Les autres se tenaient derrière moi. Sur la colline, j'aperçus 2 silhouettes. Tête rejetée en arrière, elles hurlaient à la lune. C'étaient les monstres que nous avions vus dans le bureau de M. Faraday. « Comment ont-ils fait pour s'échapper » demanda Tyler en tirant sur ma manche. « Et qu'est-ce qu'ils font ?» Le lendemain, j'ai essayé de savoir si quelqu'un d'autre que nous avait entendu les hurlements. On me regarda comme si j'étais fou. Je repensais encore à cette affaire mystérieuse alors que je marchais vers la plage et la zone de baignade surveillée. Je venais de finir une partie endiablée de foot sous un soleil de plomb et j'avais besoin de me rafraîchir. J'adressai un signe de la main à Tyler. Il était dans l'eau avec plusieurs garçons et filles. L'animatrice de son cours de natation faisait la démonstration de la brasse papillon. « Regardez comme je respire » disait-elle au moment où je passais à leur niveau. Sa voix faiblit à mesure que je m'éloignais du groupe, et bientôt je n'entendis plus que le doux clapotis de l'eau. Des nuages blancs flottaient haut dans le ciel. Le soleil de fin de matinée dardait ses rayons, me brûlant les épaules et la nuque. Je jetai ma serviette sur le sable et ajustai mon maillot de bain. Le lac étincelant reflétait la lumière du soleil. Je regrettais d'avoir oublié mes lunettes noires. Des filles nageaient vers la plateforme flottante qui dansait sur l'eau, tout au fond de la zone de baignade. « Andrew, Andrew !» entendis-je appeler. Je me retournai et vis Meredith et Elizabeth étendues sur leurs serviettes de bain. J'agitai la main dans leur direction, mais elles n'allaient pas les rejoindre. J'étais trop impatient de me mettre à l'eau. Je m'élançai sur le sable brûlant et faillis percuter de plein fouet Doofy, le colosse responsable du manège du tourbillon des hurlements. « Attention !» cria-t-il en faisant un saut de côté pour m'éviter. Il était en maillot de bain. Un sifflet argenté accroché à une chaîne pendait sur son large torse parfaitement bronzé. « Bienvenue au lac des zombies aquatiques » me lança-t-il. « Que faites-vous ici » demandai-je. « Je suis maître nageur ce matin. » Il mit ses lunettes de soleil argentées et se tourna vers le lac. « Tu vas piquer une tête ?» Je grognai une réponse affirmative et tournai les talons. « Si tu vois des zombies aquatiques, tu n'as qu'à appeler » l'entendis-je crier, tandis que je m'éloignais à petite foulée. Je me remémorais le film de M. Faraday. Un groupe de personnes noyées dans le naufrage de leur bateau et transformées en morts vivants terrorisait les plongeurs venus explorer l'épave de leur navire. Ce n'était pas le film de R.B. Faraday que je préférais, et la dernière chose à laquelle j'avais envie de penser était ces effroyables créatures sous-marines. Je pris une profonde inspiration et entrai en courant dans le lac. Je m'avançai jusqu'à ce que le niveau de l'eau atteigne ma taille, puis plongeai et nageai énergiquement pour m'éloigner rapidement de la plage. Je revins à la surface et repris mon souffle. Je me laissai aller quelques instants au rythme des vaguelettes avant de me diriger vers la plateforme flottante. Soudain, quelque chose s'enroula autour de ma cheville. Je crus d'abord qu'il s'agissait d'un morceau d'algue, mais je sentis des doigts froids et puissants se refermer autour de mon pied. « Au secours !» criai-je. Je me débattis pour me dégager et agitai les bras pour me maintenir à la surface. Mais la main osseuse continuait à s'accrocher, me tirant peu à peu vers le fond. Je me sentis descendre. J'eus le temps d'inspirer une grande bouffée d'air avant de sombrer pour de bon sous l'eau. Je découvris alors avec effroi mon agresseur. Sa peau verte flottait autour de ce qui lui restait de squelette.
Il s'accrochait à moi, tête baissée, et me tirait toujours. Je luttais désespérément pour me libérer. Le manque d'oxygène oppressait ma poitrine. Mon cœur battait à coups redoublés. J'agitais les bras et donnais des coups de pied de toutes mes forces. Mais la créature tenait bon. Soudain, elle releva doucement la tête vers moi. Complètement paniqué et glacé d'effroi, je découvris son visage vert et bouffi. Je n'en croyais pas mes yeux. C'était celui de Jack. Sentant mes poumons éclater, j'essayais dans un ultime effort de regagner la surface. Je levai les bras et me propulsai vers le haut. J'étais tellement effrayé que je ne sentis pas le zombie me lâcher et abandonner le combat. Je jaillis enfin hors de l'eau. J'inspirais des bouffées d'air frais en suffoquant à moitié. Je voulais à la fois hurler et reprendre mon souffle. Mes bras et mes jambes étaient endoloris, mais je me mis à nager frénétiquement vers le rivage. J'allais le plus vite possible, prêt à tout, pour m'enfuir de cet endroit. Le zombie me poursuivait-il? Allait-il m'attraper une nouvelle fois? Me tirer vers le fond pour ne pas me laisser repartir? Tremblant de tous mes membres, j'arrivais en chancelant sur la plage. Je me retournai anxieusement vers le lac. Il n'y avait aucun signe de la présence de la créature. 3 filles bronzaient sur la plateforme et des élèves prenaient leur cours de natation. Les jambes molles comme du caoutchouc, je parcourus la plage du regard dans l'espoir d'apercevoir Doufy. Mais il s'était volatilisé. Je marchai en trébuchant à la recherche d'un autre animateur. « Faites attention !» criai-je au maître nageur de mon frère. « Ne restez pas dans l'eau !» Mais personne ne m'entendit. J'étais si faible et essoufflé que ma voix était presque inaudible. « Andrew, tu te sens bien ?» Meredith et Elisabeth arrivaient en courant vers moi. Elisabeth m'attrapa le bras. « Que s'est-il passé? Nous t'avons vu sortir de l'eau en titubant. »« Il est là-dedans, haletai-je. Il m'a attrapé. »« Qui ça ?» demanda Elisabeth. « Un mort-vivant, répondis-je en désignant de nouveau l'eau. « Il est dedans. » Je ne m'exprimais pas très clairement, mais j'avais du mal à retrouver mes esprits. Le soleil m'aveuglait et la plage tanguait sous mes pieds. « Il avait le visage de Jack, leur dis-je, mais ça ne pouvait pas être lui. »« Pourquoi pas ?» demanda Meredith. « Il a sans doute voulu te faire une blague. »« Non, ce n'était pas une blague, m'écriai-je. Il a essayé de me noyer. »« Tu es resté trop longtemps au soleil, dit Meredith. Viens, on va t'emmener à l'infirmerie. » Elles me prirent chacune par un bras et me conduisirent jusqu'au sentier. Les battements de mon cœur s'étaient enfin calmés et je commençais à me sentir mieux. « Je n'ai pas envie d'aller à l'infirmerie, leur dis-je. Je veux juste retourner dans ma cabane. »« Tu devrais au moins en parler à un animateur, dit Elisabeth. Si Jack s'amuse à des jeux dangereux dans le lac. »« Mais ce n'était pas Jack, insistai-je. C'était une créature. J'en parlerai à un animateur. Mais plus tard. Pour l'instant, j'avais envie de rester seul pour réfléchir calmement à ce qui venait de m'arriver. Nous arrivâmes devant ma porte et je les remerciai de m'avoir accompagné. Soudain, je laissai échapper un cri de surprise. Sur le mur à côté de mon lit, quelqu'un avait gribouillé un message avec de la peinture rouge. « L'horreur est bien réelle. Fouillez, tant que vous le pouvez encore. » Herbey Faraday essayait-il de nous intimider? Cette colonne était-elle qu'une démonstration des trucages et effets spéciaux, ou bien quelque chose de véritablement dangereux se passait-il ici? Ces mots gribouillés étaient-ils une blague ou un avertissement sérieux? Ma vie, ainsi que celle de Tyler, Jack et Chris, était-elle en danger? Et d'ailleurs, où était passé Jack? Je ne l'avais pas vu de la journée. Était-ce vraiment lui qui était sous l'eau? J'essayais de me ressaisir, mais je ne pouvais oublier les paroles de M. Faraday. Toi et ton frère, comptez parmi les heureux élus. Vous allez bientôt découvrir ce qu'est réellement la colo de l'épouvante. Il fallait que je parle à quelqu'un. J'avais besoin qu'on réponde à mes questions. À l'heure du déjeuner, je me mis à la recherche de Gus, mais je ne le trouvais nulle part. Je m'adressai donc à la première animatrice que je rencontrai dans le réfectoire. Elle s'appelait Claire et avait l'air sympa. Ses cheveux bruns étaient attachés en queue de cheval. « Qu'est-ce qui se passe ici? Répondez-moi » Je devais crier pour couvrir le vacarme qui régnait dans la pièce. Claire me conduisit à l'écart. « Pourquoi es-tu si bouleversé ?» me demanda-t-elle en posant les mains sur mes épaules. « Est-ce que toutes ces choses sont réelles ?»
fis-je. Elle planta ses yeux dans les miens. As-tu peur à ce point? Répondez à ma question, m'écriai-je. La décharge électrique du premier jour, Doufy cassant le manège, les hurlements dans la nuit, et la créature du lac. Quelqu'un a essayé de me noyer aujourd'hui, une créature monstrueuse. Claire me regarda avec attention, puis, lançant des regards inquiets aux alentours, elle approcha son visage du mien. Tu as entendu ce qu'a dit M. Faraday? Murmura-t-elle. Il pense que l'horreur doit être vécue pour être vraiment effrayante. Êtes-vous en train de me dire que la créature du lac était réelle et que nos vies sont en danger? Demandai-je. Je l'ignore, bégaya-t-elle. Tout ce que je sais. Elle se tut. Ses yeux étaient braqués sur une caméra accrochée au-dessus de nous dans l'angle de la pièce. Je ne peux rien dire de plus, chuchota-t-elle. Elle tourna les talons et courut en direction de la porte du réfectoire. Je voulus la suivre, mais des voix familières dans le hall d'entrée me firent stopper net. « Téléphone à tes parents » disait Chris. « Non, j'ai trop peur » répondit Jack. « Jack ?» Je me précipitai dans la pièce. « Tu ne peux pas les laisser s'en tirer comme ça » insistait Chris. « Pas question, tu sais très bien ce qu'il me fera. Il... » Jack s'arrêta de parler au moment où il m'aperçut. Ils me regardèrent tous les deux fixement. Je venais sans doute d'interrompre une conversation importante, mais tout cela m'était égal. « Jack, l'interpellai-je, est-ce toi qui as voulu m'entraîner vers le fond du lac ?»« Pardon ?» dit Jack en me regardant d'un air stupéfait. « Tu es sûr que tu te sens bien ? Tu n'étais pas au lac ce matin ?»« Absolument pas, » murmura-t-il. « Ça suffit, je veux connaître la vérité. Que se passe-t-il ici ? Je sais que vous êtes tous les deux au courant. Vous devez me le dire. » Jack et Chris échangèrent un regard hésitant. Puis Jack m'attrapa par l'épaule et murmura à mon oreille. « C'est trop tard. Ça a déjà commencé. Nous ne pouvons rien y faire. »